Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Lidwine Arendt, qui est sexologue et thérapeute de couple, et nous allons parler de la sexualité des couples et des fantasmes. Bonjour Lidwine. Bonjour Laurie, je suis Est-ce contente que... d'être là. Merci, moi aussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Et puis après, comme on va annoncer aussi une activité qu'on va organiser au printemps 2023. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'information de notre atelier à la fin de cette interview. Lidwine, est-ce que tu as envie de te présenter un peu? Comment tu es arrivée à être sexologue et thérapeute de couple? Bonjour Laurie, merci de m'accueillir. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme infirmière. J'ai travaillé d'abord en urologie, puis en chirurgie plastique. Donc, c'est des thèmes qui sont liés à la sexologie, je ne le savais pas à l'époque. Et puis, j'ai fait une formation en développement personnel, plutôt une formation de thérapeute en gestalt thérapie, que je n'ai pas utilisée tout de suite. Et j'ai voulu rentrer dans les plannings familiaux pour travailler dans l'aide et l'accompagnement des gens dans leur questionnement par rapport à leur relation amoureuse, leur sexualité. Et puis finalement, j'ai atterri dans des écoles, dans des centres PMS, où là, j'ai été formée à l'EVRAS, dans les plannings familiaux, par les plannings familiaux, pardon. Et j'ai fait de la sexologie, de l'éducation sexuelle avec les jeunes pendant plus de 25 ans. Et puis, je t'avoue que j'en ai eu un petit peu marre de travailler avec les jeunes. Pas que j'en avais marre des jeunes, mais je connaissais, je savais anticiper ce qui allait se passer. Donc, j'ai voulu travailler avec les adultes. Et là, j'ai repris des formations spécifiques. Je continue à me former pendant ces 25 ans, mais j'ai repris des formations spécifiques en sexologie, notamment en certificat à l'université. Et puis, j'ai ouvert ma propre consultation il y a quelques années. Voilà. Puis, j'ai élargi ça à la thérapie de couple parce qu'on ne peut pas être sexologue sans être thérapeute de couple, ni thérapeute de couple sans être sexologue. C'est vraiment lié. Ah oui, ok, je ne savais pas. Et donc, du coup, tu reçois des personnes individuelles en sexologie et des couples en sexologie aussi ou juste en thérapie de couple? Je reçois des personnes en individuel, soit pour la thérapie, simplement la thérapie personnelle, soit pour des consultations sexologie. Et alors, je reçois les couples pour des problèmes de couple ou de sexualité. Ah oui. J'anime également des ateliers sur la sexualité et l'amour. Donc là, on en a prochainement sur la fellation, par exemple, uniquement pour femmes. Et alors, des apéros sexos, c'est un peu comme des cafés philo, sauf qu'on parle de sexualité et d'amour. Chouette. Merci. Voilà. Du coup, une question, on va dire, générale et globale pour commencer cette interview. On parle souvent de quelle est la norme en sexualité. Donc déjà, est-ce qu'il y a une norme? Et si oui, quelle est-elle? J'adore ta question. Donc, il n'y a pas de norme en sexualité dans le couple. La norme du couple, ça doit être la norme que le couple a créée. Et cette norme, elle va être en fonction de leurs pratiques et en fonction de leurs envies. C'est indispensable qu'il y ait une discussion, une communication sexuelle entre eux pour qu'ils puissent créer ce petit cocon sécuritaire, ce petit cocon d'exploration entre eux, dans lequel ils vont imposer leurs normes. Et donc, il y en a un qui souvent va avoir plus envie ou plus de faire tel type de pratique. Et donc, ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord dans le couple. Si je parle trop vite, tu me le dis. J'ai toujours tendance à m'emballer, donc n'hésite pas à m'arrêter. Donc, c'est vraiment important de se dire ça. Il n'y a pas de normes établies sociales dans le couple. Il y a ce que le couple a envie de se faire vivre. Alors, on peut avoir des gens qui ne sont pas très intéressés par la sexualité, qui vont faire du sexe, en fait, entre guillemets, ou faire l'amour. C'est encore une chose différente, de manière très ponctuelle. Ça peut être une fois par mois. S'ils sont OK comme ça, c'est super. Même des gens qui vont plus faire de sexe du tout, plus de relations sexuelles du tout dans le couple. Mais s'ils sont d'accord avec ça, pourquoi pas? Les personnes asexuelles peuvent très bien vivre sans sexualité dans le couple. Et d'autres personnes qui vont adorer le sexe et ils vont aimer vraiment faire l'amour très régulièrement, plusieurs fois par jour. Tant que les gens sont d'accord entre eux, c'est super. La difficulté arrive quand il y a un décalage entre la fréquence ou au niveau des pratiques. Donc, c'est parfois ça qui amène les gens, souvent ça qui amène les gens à consulter. Donc, pour améliorer cette sexualité dans le couple, c'est important que les gens discutent. Donc, je parlais de discussion autour des relations intimes sexuelles. C'est important d'avoir une discussion aussi comment lier l'intime affectif et l'intime sexuel. Parfois, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est aussi important de faire la part des choses. Est-ce que je fais l'amour avec mon partenaire, je vais lier l'affectif et le sexuel? Ou bien est-ce que je fais du sexe pur et dur et mon partenaire est là, donc c'est lui que je vais utiliser, entre guillemets. Donc, il y a une différence entre faire l'amour avec son partenaire, faire du sexe avec son partenaire, faire du sexe tout court.
Et dans le couple, tout peut se jouer. Et c'est OK si tout le monde est d'accord. Mais on peut graviter dans ces différents étages-là. Ok, donc pour toi, une sexualité épanouie dans un couple est étroitement liée à la connaissance de ses besoins, la capacité de les exprimer, de dialoguer dans le couple et de voir comment est-ce qu'on s'arrange et comment est-ce qu'on met tout ça ensemble. C'est une des conditions, mais ce n'est pas la seule. Ok, et donc quelles sont les autres conditions pour toi? Une autre condition, c'est de faire évoluer cette sexualité, avoir envie de faire évoluer la sexualité. Donc la sexualité, c'est quelque chose qui évolue avec l'âge. Donc comme dans le couple, les gens vont, entre guillemets, vieillir forcément, ils vont évoluer aussi. C'est important qu'ils continuent cette maturation sexuelle au sein du couple. Donc pour pouvoir se faire, c'est important, lors de chaque rapport sexuel, d'avoir un temps de débriefing juste après. Alors quand je dis juste après, c'est peut-être pas dans les secondes qui suivent, hein, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure ou le lendemain matin. Et un débriefing, ça ne doit pas être une grille d'analyse complète et spécifique, mais c'est simplement se dire ah ben tiens, moi j'ai bien aimé tel et tel type de moment, j'ai bien aimé que tu fasses tel type de choses, j'ai bien aimé moi faire ça, et ça aurait été encore meilleur si j'avais pu faire tel type de choses, aussi on avait pu partager ça. Donc toujours un débriefing en positif. Ah oui. C'est important d'introduire cette notion de positif, pas dire ah ben ça j'ai détesté ou ça j'ai pas aimé. On peut dire j'ai moins aimé ou c'est difficile pour moi, mais rester dans une dynamique positive pour pouvoir laisser cette porte ouverte vers l'évolution, la maturation et l'exploration d'autres fréquences, d'autres pratiques, d'autres jeux, tout ce qu'on peut imaginer. Donc arriver à repérer pendant l'acte sexuel en fait ce qui nous fait vraiment du bien et pouvoir après le nommer. Oui. Ok. C'est une forme aussi de remerciement, de célébration de ce qui s'est passé. Je me dis dans mon intime de ce que j'aime, à ton intime à toi, et comme ça tu le sais, tu l'enregistres, et après on pourra faire quelque chose qui sera encore meilleur. Chouette. Donc ça, c'est une autre condition qui me semble assez indispensable. Maintenant, pour avoir une bonne santé sexuelle dans le couple, c'est important que chacun prenne soin de sa santé sexuelle personnelle. Donc, il y a 3 choses dans la sexualité, 3 choses importantes pour être en bonne santé sexuelle. C'est la sexualité relationnelle, donc celle qu'on a avec son partenaire dans le couple, mais il y a aussi la sexualité personnelle. La sexualité personnelle, elle peut commencer très tôt dans la vie avec les fantasmes. On peut commencer très tôt à fantasmer. Il y aura différents types de fantasmes, mais ça, on fera peut-être une autre vidéo sur ce sujet. Et la masturbation. Donc, c'est important que les gens qui sont en couple continuent à fantasmer et à se masturber seuls, même s'ils ont des relations sexuelles, parce que c'est cette pratique de sexualité personnelle qui va venir enrichir le couple. Pourquoi? Parce que 2 choses. Dans les fantasmes, on va se créer tout un monde où on va pouvoir imaginer, envisager, se projeter dans quelque chose. Et les fantasmes sexuels ou autres, c'est ce qui nous fait aussi parfois réaliser des projets dans la vie, nous faire avancer. Donc ça, c'est une chose importante. Et la masturbation, ça va nous permettre de savoir comment notre corps fonctionne. Donc si je sais comment mon corps fonctionne, je peux donner mon mode de fonctionnement à l'autre, et c'est pas l'autre qui va devoir savoir, sucer de son pouce, tiens, c'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'elle aime pas. C'est souvent dans les hommes se sentent souvent attribuer ce rôle-là. Donc, les femmes ont des attentes envers eux. Il sait ce que j'aime. Non, il ne sait pas. Il n'est pas dans votre corps. Donc, si vous ne lui dites pas, il ne peut pas savoir. Alors, on peut explorer ensemble, mais si on se connaît déjà soi-même à un minimum, ça va être aussi plus fluide, plus facile. Donc, il y a 2 volets, s'explorer seul et puis s'explorer ensemble. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que tu dis donc se connaître et savoir ce qu'on aime, et ça implique aussi d'être connecté à son corps. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, dans mes consultations de love coaching, j'ai beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui sont assez déconnectées du corps, soit parce que la société occidentale est très mentale et donc ils sont vraiment forts dans le mental, soit parce qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné dans la vie et qui fait qu'il y a une coupure par rapport au corps. Donc c'est vrai qu'on dit savoir ce qu'on aime et explorer son corps, mais ça implique d'être aussi bien connecté à son corps. Tout à fait. Donc, pour avoir une sexualité épanouie, c'est important d'être connecté à son corps. La sexualité, ça se passe, ça prend naissance dans la tête, mais ça se vit dans le corps. Et ça revient dans la tête par rapport à l'orgasme, le bien-être, etc. Donc ça, c'est pas toujours évident non plus de savoir qu'il faut être bien aligné dans sa tête, dans ses émotions et dans son corps pour pouvoir vivre une sexualité épanouie. Sinon, on est clivé. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre une sexualité soit déconnectée du corps, soit déconnectée des émotions, soit... Oui. Tout à fait. Donc, il y a des gens qui vont vivre leur sexualité, une sexualité qui va être pulsionnelle. Donc, ils vont simplement être connectés à leur corps, mais comme
Au niveau de la tête, c'est compliqué. Et faire alliance entre les deux, il y a des interdits, on n'ose pas, etc., etc. Donc, c'est des gens qui vont se masturber dans leur coin tout seuls, souvent, avec des orgastes, mais pas des orgasmes. Donc, les orgastes, c'est juste une décharge physiologique très puissante, très intense au niveau génital, mais c'est tout. Il n'y a pas d'émotions, il n'y a pas d'idées qui sont associées, il n'y a pas de fantasmes qui sont associés. Donc, c'est vécu vraiment très, très... Local. Oui, c'est ça. C'est très localisé, très, très ponctuel et c'est très court. Ok. Il y a des gens qui vont fantasmer, qui vont avoir plein de plaisir, mais qui vont avoir du mal à redescendre dans leur corps et sentir le plaisir, sentir où ça vibre, sentir que ça monte, oser lâcher prise. Parce que pour lâcher prise, il faut lâcher le mental. C'est compliqué et donc ils ne vont pas arriver à avoir un orgasme. On appelle ça les gens qui souffrent d'anorgasmie. Ah oui, donc là, ils n'ont pas du tout, même pas l'orgasme comme tu en parlais tantôt. Ça dépend. S'ils sont seuls, ils peuvent en avoir, oui. Mais avec l'autre, c'est compliqué parce qu'il y a une notion de peur ou de danger, ou de devoir plaire, ou de devoir être, ou peur d'être jugé. Donc, ils ne vont pas arriver à lâcher prise. Oui. Ils peuvent avoir beaucoup de plaisir, mais pas d'orgasme. Et à un stade où ils sont vraiment en difficulté, alors à ce moment-là, ils n'auront même plus de sensations physiques, donc plus de plaisir. Donc, c'est éloigné un peu du sujet du couple, mais... Non, mais c'est super intéressant, c'est pas grave. Oui, cette notion de prendre soin de sa sexualité personnelle pour le couple, c'est vraiment important. Lorsque je parlais de fantasme et de masturbation, c'est important d'associer les deux aussi. Que la masturbation ne soit pas juste pratique et mécanique et orgastique, comme je dis, mais qu'elle soit le support d'un fantasme. Donc, les deux mis ensemble vont faire en sorte que on va associer les idées au plaisir, tout ce qui est mental au plaisir, mais ça associe aussi les sensations physiques qui vont être faites par soi-même ou par l'autre à une notion qui est érotique. Ok. C'est la création d'un circuit neurologique, en fait, tout simplement. Ah oui, ok. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose de neurologique derrière. Donc, c'est vraiment apprendre à érotiser son corps. Comment est-ce que j'ai pu, moi, érotiser mon corps? Comment est-ce que je peux, à un moment donné, caresser mon coude et être excitée? Parce que pendant que je me suis masturbée toute seule, j'ai caressé mon coude et à un moment donné, j'aurais plus besoin de me masturber. Il suffirait que je caresse uniquement mon coude et pouf, je vais être excitée. Alors, il y a des endroits où ça paraît évident. Donc, les seins, les fesses, des zones érogènes secondaires, ça a l'air tellement évident parce que c'est une construction sociale. Mais on peut érotiser n'importe quelle partie de notre corps. Donc, au plus le corps est érotisé, au plus la sexualité sera riche. Ah oui, et j'ai envie de dire, ce qui n'est pas spécialement évident, que les zones qui sont socialement considérées comme des zones érogènes, elles ne sont pas spécialement pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui n'ont rien à érotiser de leur corps. Donc, ils ont juste une réaction physiologique très forte quand on touche le clitoris ou le gland, parce qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses. Le clitoris, c'est l'organe le plus innervé, 8000 terminaisons nerveuses, c'est énorme. Donc forcément, ils vont être sensibles. Mais les gens qui ont des difficultés avec tout ce qui est de la sphère érotique, sexuelle, vont peut-être décoder les stimulations ou les sensations. Enfin, le cerveau va le décoder en douleur ou en pas bien. Et donc, voilà. Alors, soit ils vont décoder en douleur, ça va être horrible, soit ils vont bloquer carrément la sensation et le décodage, et donc ils sentiront rien. Oui. Donc c'est déjà tout un travail personnel d'érotisation de son propre corps, de défaire nos croyances limitantes par rapport à notre éducation. Bon, on est en Europe aussi, tout ce qui est christianisme a bien fait aussi tout ce qui est sexualité. Et puis après, tout ce qui est fantasme et reconnexion neuronale par rapport au corps. Et puis après, discussion au niveau de la sexualité de couple avec ce que j'aime pour pouvoir s'entraider l'un et l'autre à aller vers plus de plaisir. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Dans la sexualité de couple, dans la sexualité, même si ce n'est pas de couple, mais c'est juste avec un partenaire, même temporaire, c'est important que ça soit quelque chose de dynamique. Dans le dynamique, dans le sens où je vais donner du plaisir à l'autre. Je vais être capable de donner. Tout le monde n'est pas capable de donner. Il y en a qui font que recevoir. Je vais être capable de recevoir le plaisir, de me laisser aller et de recevoir du plaisir. Mais je vais aussi être capable de prendre mon orgasme. Donc, chaque personne est responsable de son orgasme. Ok. Et l'orgasme ne peut pas être donné à quelqu'un, entre guillemets, mais la personne, à un moment donné, va devoir lâcher prise. Ça, c'est son travail à elle, être capable de lâcher prise pour pouvoir se laisser aller et accueillir ce plaisir intense qu'est l'orgasme.
Et au plus elle a travaillé seule cette capacité de lâcher prise, de savoir comment être excitée, savoir quelle zone partie de son corps doit être stimulée, savoir s'il y a des mots qui doivent être dits, des images qui vont passer dans sa tête qu'elle aura créées elle-même, des images excitantes, au plus elle sera épanouie dans ses relations de couple au niveau de la sexualité. Ah oui. Ben, merci pour toutes ces informations par rapport à la sexualité de couple. On va faire une seconde vidéo sur les fantasmes, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais bon, voilà, ici, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir, Laurie. Et puis, alors, du coup, on va informer quand même les auditeurs sur ce qu'on a prévu pour le printemps prochain. Donc en fait, donc Lydine et moi, on se connaît un peu dans le cadre privé depuis quelques années. Donc j'avais déjà été à tes apéros sexo, donc j'avais déjà vu un peu comment tu travaillais. Et on s'était perdu de vue, simplement. Et puis tu m'as rappelé pour une question professionnelle, voilà, peu importe laquelle. Et du coup, moi, j'ai eu l'idée de me dire, mais tiens, au fond, ça peut être intéressant de travailler ensemble, puisque moi, je peux parler de tout ce qui est relationnel amoureux et toi de tout ce qui est sexualité. Et donc, je te l'ai proposé, tu as été enthousiaste directement, on s'est vu rapidement et on a co-créé comme ça de manière vraiment fluide et facile, je trouve, 3 journées sur le relationnel amoureux et donc avec les notions de sexualité, les notions de psychologie, de relationnel. Donc, je ne sais pas si on dévoile déjà un petit peu maintenant le contenu ou bien ce sera pour plus tard, parce que donc ce sera pour le printemps prochain. Ouais. On vous en parlera d'ici là. Voilà. Et donc, ce sera trois journées, une en mars, une en avril et une en mai. Oui, 3 samedis découpés en 2 demi-journées. Une demi-journée avec Laurie sur les relations amoureuses et une demi-journée avec moi sur la sexualité. Voilà. Les liens entre les deux. Voilà. Merci Laurie pour ton accueil. Merci à toi pour toutes ces explications et c'est super intéressant. Donc, à très vite pour une autre interview. Au revoir, Lydine.